C'est démarré. Voilà. Bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire Alcuin sur les enjeux logiciels des organismes de formation. Donc, je suis Alex Landreau, je suis directeur produit d'Alcuin. Alcuin est un éditeur logiciel, éditeur d'un ERP formation pour les organismes de formation et les établissements d'enseignement supérieur. Donc, et donc à ce titre, je vais vous présenter donc ce webinaire. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons voir pourquoi il est urgent d'innover aujourd'hui dans le système d'information des entreprises de formation. Donc, on va voir déjà aujourd'hui qu'au regard des derniers, sur les 2 dernières années, les changements apportés par la réforme de la formation professionnelle, les différentes exigences des apprenants et la crise sanitaire que nous traversons actuellement, eh bien, les organismes de formation doivent profondément se remettre en question, et donc forcément, il y a des impacts très forts sur le système d'information. Donc là, le premier impact, c'est qu'on parle d'organismes de formation, mais avant tout, vous êtes des entreprises formation, c'est-à-dire que vous avez des produits à vendre, et donc vous fonctionnez comme n'importe quelle entreprise. Donc à ce titre-là, nous allons voir quels sont les impacts sur le système d'information. Il y a également la certification Calliope, même si elle a été un petit peu ajournée en raison de la crise sanitaire, elle reste valide et elle est nécessaire pour atteindre tous les marchés de la formation professionnelle. La nouvelle action de formation. La réforme a complètement redéfini l'action de formation. Donc à partir de là, ça a des impacts sur l'offre. L'offre, c'est les produits, c'est ce que l'on vend. Donc on va voir également tout ça. La formation ouverte et à distance. Ça fait 20 ans qu'on parle de la FOAD. Aujourd'hui, la crise sanitaire a fortement accéléré le processus. Et tous les organismes de formation sont passés à la formation à distance de force à cause des la crise sanitaire qu'on subit toujours en 2020 et qu'on continuera à subir début 2021. EDOF, espace des organismes de formation, donc le fameux CPF, un nouveau canal de vente pour vos produits directement, pour diffuser directement votre offre aux particuliers via l'application Mon Compte Formation. On va voir ça également. Et puis, au regard de la réforme, beaucoup d'organismes de formation se sont regroupés pour se renforcer, pour atteindre une taille critique, leur permettant justement de répondre à différents enjeux auxquels ils doivent faire face. Et donc aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'organismes de formation en réseau, voire des réseaux d'organismes de formation. C'est un petit peu différent, on verra tout ça, et là encore, ça a des impacts très forts sur le système d'information. Et puis donc, bien sûr, après, on vous présentera notre vision, nous, Alcuin, du système d'information cible d'un organisme de formation, en compte tenu de tous ces enjeux. Alors, on va commencer par les nouveaux enjeux, justement. Alors, passer de l'organisme de formation à l'entreprise de formation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un marché de la formation professionnelle que j'ai représenté là sous forme graphique, où on a différents bénéficiaires, différents types catégories d'apprenants, et on a un ensemble de marchés aujourd'hui qui ne peut être adressé que si nous avons la certification Calliope. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le plan de formation pour les entreprises avec moins de 50 salariés, le CPF transition, le CPF, l'apprentissage, et puis tout ce qui est commande publique pour les demandeurs d'emploi, donc pour tout ce qui est insertion professionnelle. Et ce qui n'est pas Calliope aujourd'hui, ça va être pour les entreprises de supérieures à 50, donc les grandes entreprises, donc les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, mais il est fort à parier qu'elles demanderont aussi des exigences de qualité. Donc même si la loi n'impose pas Calliope pour le financement, il est fort à parier quand même que les acheteurs dans les grandes entreprises vont exiger de leurs fournisseurs un minimum de certification qualité. Donc aujourd'hui, on a différents marchés, d'accord? Et ces marchés, de plus en plus d'organismes de formation les adressent tous. C'est-à-dire qu'avant, il n'était pas rare d'avoir un organisme de formation qui était focalisé sur de la vente aux entreprises, donc ce qu'on appelle en B2B, directement sur de l'inter et de l'intra. Or aujourd'hui, avec la libération de l'apprentissage, l'organisme de formation va ouvrir un CFA.
Et puis, elle va adresser aussi les petites entreprises. Donc, elle va aussi là travailler avec les OPCO. Elle va faire du CPF transition. Elle va publier son offre au CPF pour atteindre les particuliers. Donc, eh bien, tous ces nouveaux canaux de distribution, toutes ces nouvelles cibles marché, eh bien, on va pas avoir la même approche pour pouvoir les atteindre. Donc, il va falloir professionnaliser son service commercial pour pouvoir justement y différencier les approches du B2B, B2C, voire B2B2C, c'est-à-dire quand on veut qu'un salarié consomme son CPF abondé par son employeur dans une certification de mon centre de formation. Eh bien, toutes ces questions-là, ce sont des questions qu'il va falloir se poser. Et donc aujourd'hui, je vais avoir une offre de formation et que je vais vendre d'une manière différente à des personnes différentes en fonction de la cible que je vais chercher à adresser. Donc ça, c'est cette structuration du marché de la formation professionnelle et du fait que les OF s'organisent pour pouvoir atteindre tous ces marchés, eh bien, ça va aussi impacter le marketing et la relation client. C'est-à-dire que, comme n'importe quelle autre entreprise, aujourd'hui, les organismes de formation se voient obligés d'investir sur le marketing et la relation client et de structurer un service marketing en différentes étapes, marketing commercial du moins en différentes étapes. D'abord, une approche marketing pour générer des pistes, c'est-à-dire identifier potentiellement ce qu'on appelle les suspects, c'est-à-dire que les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par les formations que vous vendez. Ensuite, derrière, dès que vous avez de la prospection, donc c'est-à-dire que vous allez qualifier, d'accord, qualifier les pistes générées par le marketing pour les transformer en prospects. Ensuite, les prospects vont être convertis en clients à travers des propositions commerciales, des devis. Et puis ensuite, une fois que les prestations seront réalisées, eh bien, c'est le service client qui prend le relais pour vérifier la satisfaction. Et tout ça encore, c'est aussi induit par Calliope, puisque vous savez que la satisfaction client est un des grands enjeux de Calliope, des critères de Calliope. Donc voilà, et donc tout ça, évidemment, ça aura des impacts sur votre système d'information qui devra outiller toutes ces étapes-là. Donc la certification Calliope, on vient juste d'en parler. On a vu que c'était nécessaire pour pouvoir prétendre à certains marchés de la formation professionnelle. C'était nécessaire pour structurer la satisfaction client et le service client. Mais Calliope va plus loin que ça, puisque vous avez 7 critères, 32 indicateurs, si vous faites l'apprentissage. Eh bien, ces 7 critères, votre système d'information va devoir vous aider pour piloter Calliope, piloter les indicateurs et la satisfaction, donc l'amélioration continue, la maîtrise de votre environnement et le pilotage de la qualité, mais va vous aider aussi pour sortir un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre de statistiques dont vous allez avoir besoin, par exemple, pour communiquer sur votre offre. Combien de participants sur cette action, sur combien de votants, combien ont donné quelle est la note de satisfaction globale, si cette formation est suivie d'une certification, quel est le taux de réussite à l'examen. Toutes ces informations-là, ce sont des informations qui vont sortir directement de votre système d'information. D'accord? Et puis, bien sûr, la structuration commerciale, etc. Alors, la nouvelle définition de l'action de formation. D'accord? Eh bien, vous savez que la réforme, elle a dit, l'action de formation, en fait, c'est toute action contribuant à un développement de compétences, et puis dans lequel vous devez préciser les objectifs professionnels, le parcours pour pouvoir les atteindre, et puis à la fin, on va vous demander au début de vérifier les attentes de l'apprenant par rapport à ces objectifs, et à la fin de vérifier que les objectifs, donc les attentes, les objectifs ont été atteints, les attentes ont pu être satisfaites. Eh bien, cette nouvelle action de formation, aujourd'hui, elle a un champ bien défini dans le périmètre de la formation professionnelle, donc un certain nombre d'activités. Donc, vous avez une activité de formation continue, donc l'activité classique qui se matérialise par de l'inter, de l'intra, des entrées-sorties permanentes, puisqu'aujourd'hui c'est autorisé. Donc, l'entrée-sortie permanente, c'est un dispositif qu'on voit beaucoup dans l'insertion professionnelle,
mais qui va se généraliser à l'ensemble des dispositifs et pourquoi pas à des catégories salariées. Hein. Le principe de l'entrée-sortie permanente, c'est que je rentre dans un parcours à n'importe quelle date et j'en sors à n'importe quelle date. Je n'ai pas la notion de promotion ou de cession, date début, date de fin précise. D'accord. Le contrat de professionnalisation, bien sûr, qui existait déjà. Donc ça, c'était le champ classique de la formation continue. Eh bien, même si le contrat pro, c'est de l'alternance. Donc, qui dit l'alternance aujourd'hui, si je fais du contrat pro, je peux passer un certain nombre de mes parcours en contrat de professionnalisation en parcours d'apprentissage, puisque j'ai le droit aujourd'hui. Hein, et si mon offre amène à une certification RNCP et que j'ai le nombre d'heures nécessaires, pourquoi pas passer à l'apprentissage, puisque le financement est bien fait et beaucoup plus simple d'un point de vue facturation. Donc, l'apprentissage présente beaucoup d'avantages par rapport au contrat de professionnalisation qui va perdurer, mais je vais quand même basculer beaucoup de mes formations d'apprentissage. Puis je vais aussi faire, pourquoi pas, du bilan de compétences, et puis pourquoi pas que mes parcours de formation, le même parcours que je peux faire en contrat pro, en apprentissage, eh bien pourquoi pas, je peux pas le proposer aussi en VAE. Et puis, donc tout ça, ce sont les nouveaux activités de la formation professionnelle. Et puis, puisque j'ai des compétences et j'ai un savoir-faire, pourquoi pas le capitaliser aussi, ce savoir-faire et ces compétences, dans un certain nombre de prestations qui ne rentrent pas dans le champ de la formation professionnelle, mais qui fait partie des choses, des produits que je peux vendre à mes clients. Donc, ça veut dire que tout ça va m'obliger à structurer mon offre pour qu'elle puisse être dispensée selon différents critères, structurer notamment tout ce qui est parcours diplômant ou certifiant en blocs de compétences qui pourront être achetés d'une manière indépendante, et j'obtiendrai ma certification par l'addition successive de ces blocs de compétences. Intégrer aussi des nouvelles modalités d'évaluation de mon action, hein, et notamment toutes les évaluations de satisfaction, donc l'évaluation de satisfaction imposée par Calliope, à l'apprenant, au commanditaire, l'évaluation à chaud, l'évaluation de transfert, donc un peu plus temps, ou ce qu'on appelle l'évaluation à froid, pour vérifier que les connaissances acquises en formation sont bien transformées en compétences sur le terrain, et puis un certain nombre d'autres d'enquêtes pour vérifier la satisfaction client d'une manière globale sur le prestataire, une enquête annuelle par exemple. Et puis, autre chose qui se développe et qui est encouragée par la réforme de la formation, hein, c'est l'individualisation des parcours. On rentre dans un parcours avec un positionnement d'entrée, ces positionnements est réévalué en cours de parcours, on ajuste les formations en fonction et à la fin, on vérifie que les objectifs du début sont atteints. Eh bien, ça, aujourd'hui, ça demande de l'individualisation des parcours de formation. Donc, la modularisation, et on la connaissait, hein, un parcours est composé de X modules et en fonction de l'apprenant, il va passer tout ou partie des modules. L'individualisation va m'amener à ajuster les durées de formation dans chacun des modules. Hein, bon, le module, il dure 30 heures, mais lui, au regard de ses connaissances, de ses compétences et de ses objectifs, eh bien, je vais lui dire qu'il va faire plus que 20 heures, ou il va peut-être faire 40 heures, parce qu'il a besoin, mais il fera un peu moins sur d'autres modules où il a un peu moins besoin. Donc tout ça, eh bien, ça a aussi des impacts sur le système d'information, parce que votre système d'information va devoir s'adapter à cette nouvelle façon de concevoir les actions de formation, à concevoir votre offre de formation. Alors, mettre en œuvre la formation ouverte à distance. Bon, on a, comme je le disais en préambule, la FOAD, ça fait 20 ans qu'on en parle. Ça fait, il y a des gens qui étaient très précurseurs dans le domaine. Il y a des solutions technologiques qui existent depuis 20 ans. La technologie et l'amélioration de la technologie, et notamment l'amélioration des réseaux aussi, a contribué à la réussite et au développement de la formation ouverte à distance. La crise sanitaire l'a accéléré fortement. Donc, aujourd'hui, la formation ouverte à distance n'est plus une option ou une option marketing qui pourrait mettre en avant une formation, mais une obligation aujourd'hui pour faire face aux différents enjeux. Une nouvelle crise sanitaire, un nouveau confinement, un nouveau travail à distance, contribuer à améliorer les formations présentielles avec des choses, de la préparation, des quiz, du positionnement qui peut se faire à travers de la formation à distance. Enfin bref,
la FOAD aujourd'hui est une modalité complètement intégrée au parcours de formation, comme le sera les formations en situation de travail par la suite, un peu bien sûr pour les métiers qui le permettent, mais ça devient aujourd'hui une nécessité, on va dire, dans le parcours de formation. Donc, envisager un parcours de formation, aujourd'hui, on va forcément l'envisager en mixant les modalités pédagogiques, donc de la formation en présentiel et de la formation en distance. Donc, évidemment, là encore, ça structure votre offre de formation de manière différente. Ça vous impose de mettre en place des plateformes pédagogiques pour pouvoir accueillir les apprenants et les suivre dans leur formation à distance, que ça soit en mode synchrone ou mode asynchrone. En mode synchrone, c'est une classe virtuelle. Donc là, vous avez soit le formateur qui est à distance et les élèves et les apprenants en classe, soit le formateur et les apprenants sont tous à distance, ou soit c'est le formateur qui est dans la classe et c'est plutôt les apprenants qui sont tous à distance. Donc vous avez différentes modalités, donc ça c'est ce qu'on appelle le synchrone, et puis l'asynchrone, c'est de l'e-learning classique, c'est-à-dire des formations que je suis en e-learning avec peut-être des quiz, avec des vidéos, des documents à lire, etc., etc. Et puis bien sûr une traçabilité de tout ça et un suivi de la progression pédagogique. Alors, selon la FOAD, mais ça, vous connaissez, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose sur la FOAD que vous ne connaissez pas. Alors, EDOF, espace des organismes de formation. Donc ça, c'est mon compte formation, hein, c'est donc le CPF. Donc aujourd'hui, on vous donne la possibilité de promouvoir votre offre au niveau du CPF pour pouvoir vendre vos actions de formation à des particuliers qui peuvent venir et soit ils viennent à l'initiative de leur employeur pour du cofinancement, soit ils viennent à leur initiative personnelle. D'accord? Mais alors, si vous faites aujourd'hui l'exercice de faire un export head-off en fait de votre système d'information actuel pour pouvoir l'importer en format XML dans l'espace head-off, eh bien, vous avez vu la complexité des choses parce que ça vous oblige, vous, à structurer votre offre de formation d'une certaine façon. Alors, structurer son offre de formation, ça passe déjà par le langage Léo. Alors, Léo, c'est un langage, certains disent que c'est une norme, mais enfin, peu importe. C'est un langage qui structure l'action de formation en trois poupées gigognes, hein, c'est comme les poupées russes. Vous avez la formation, qui est une définition marketing, on va dire, de votre action de formation. Donc ça, c'est l'objet le plus haut, la plus grosse poupée. Puis à l'intérieur, vous avez les actions. Donc par exemple, pour un réseau d'OF, la formation, elle est nationale, puisque c'est la même formation qui est vendue dans tous les centres de l'OF, quel que soit le territoire. Ensuite, la formation est déclinée en actions. Par exemple, la même formation peut être déclinée en VAE, en action de formation continue et classique, en présentiel et temps complet. Et puis, pourquoi pas, en apprentissage ou en alternance via du contrat pro ou pas. Donc là, vous avez 3 actions. Et puis, potentiellement, si cette action elle est commercialisée avec des tarifs différents et des lieux de formation différents, et bien, vous avez autant d'actions que vous devez par tarif, par lieu, etc. Donc la même formation peut être déclinée en action et les actions en session, si la session étant le moment où la formation va se faire. Et bien, ça, c'est le format Léo, hein, avec un certain nombre de ce qu'on appelle des balises, un certain nombre de points qui doivent être obligatoires sur chaque élément de structure. Et puis, derrière, eh bien, pour EDOF, vous avez des balises supplémentaires qui exigent l'application Mon compte formation que vous devez remplir. Donc, bien là, il va falloir, que votre système d'information puisse être capable de structurer vos formations pour qu'ensuite qu'elles puissent exporter dans un format compréhensible par la plateforme. Alors, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas d'interface, ce qu'on appelle machine to machine, qui permettrait d'avoir un flux direct de votre système d'information vers le système head-off. Pour l'instant, ça passe que par de l'import, donc ça veut dire que vous devez être capable de l'exporter de votre système pour pouvoir le réimporter, évidemment, dans l'application CPF. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que Léo, il faut retenir Léo, hein,
ce langage est extrêmement intéressant de la manière dont il structure la formation. Alors, et puis enfin, pour terminer sur la partie, les grands enjeux, c'est la complexification des organisations. C'est-à-dire que pour faire face aujourd'hui aux différents enjeux économiques et à la transformation profonde des organismes de formation en entreprises de formation, eh bien, souvent, les organismes vont se regrouper avec une et soit pour développer une marque ou des marques pour masquer justement le regroupement d'organismes de formation, puisque quand vous avez un organisme de formation qui s'appelle Durand Formation qui s'associe avec Dupont Formation, eh bien on va plutôt privilégier de créer une marque transversale pour promouvoir l'offre de formation de Durand et Dupont. Ben là, c'est la même chose. Donc, vous avez des regroupements d'organismes de formation. Donc, soit un organisme de formation qui se déploie, qui se décentralise, c'est-à-dire qu'il va, sur la même entité juridique, il va créer des antennes, des agences sur le territoire, d'accord, où là, vous allez avoir une seule entité juridique, et puis X établissements sur les territoires. Et puis, vous avez aussi plusieurs entités juridiques avec X établissements et pourquoi pas des établissements qui facturent au nom de toutes les entités juridiques qui existent. Vous avez différents niveaux de complexité. Donc, travailler en réseau, c'est pas comme travailler sur un seul nœud, c'est-à-dire sur une seule antenne. Quand on travaille en réseau, il y a de la gestion des collaborateurs, des personnels qui se connectent à votre système d'information qu'il faut prendre en compte pour que chacun ait bien les bons droits et les bonnes permissions. Il y a des notions de référentiel national, local. Il y a des choses qui se gèrent en local, d'autres qui se gèrent au niveau national. Il y a des éléments au niveau finance à prendre en compte pour gérer les différentes entités juridiques. Il y a la gestion des marques. Il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte dans votre système d'information. Et puis, bien sûr, vous avez un besoin nécessaire de consolidation qui, lui, peut être transversal puisqu'il peut avoir des combinaisons multiples. Vous voulez faire des consolidations par filière de formation d'une manière territoriale ou nationale ou sur un secteur d'activité particulier, etc., etc. Donc voilà, donc une organisation complexe. Donc, à partir de tous ces enjeux, il faut donc réfléchir au système de formation idéal, cible, qui pourrait répondre à tous ces enjeux sans avoir à construire une usine à gaz, j'allais dire, c'est pas tout à fait le mot, mais parce qu'on peut répondre à toutes les problématiques que j'ai citées en additionnant les briques logicielles. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui sur le marché de la formation des briques logicielles spécialisées à peu près dans tous les domaines. Donc il y en a qui savent parfaitement faire de la BAE, parfaitement faire de l'apprentissage, parfaitement faire de la formation continue, d'autres vont savoir faire parfaitement du CRM, d'autres parfaitement de la comptabilité et facturation, d'autres parfaitement de la planification. Donc vous savez aujourd'hui, d'autres parfaitement de la plateforme pédagogique, donc vous savez qu'en additionnant toutes les briques logicielles, vous allez pouvoir réussir et à répondre à l'ensemble des enjeux. Mais qui dit additionner toutes les briques logicielles dit communication, interface, consolidation, etc. Donc vous allez ajouter à la complexité de la complexité. Donc chez Alcuin, nous on a une vision un petit peu différente. On aura toujours, on pourra pas tout mettre dans un seul et unique logiciel, ça c'est impossible, c'est utopique. Mais par contre, on peut essayer de travailler d'une manière un peu quand même concentrée pour arriver à avoir un cœur de métier qui soit suffisamment satisfaisant pour pouvoir gérer dans une seule et unique application la totalité pour apporter une réponse à la plupart des enjeux que j'ai cités précédemment. Alors c'est ce que je vais essayer de vous présenter, cette vision de l'architecture cible comme réponse aux enjeux, aux impacts sur les enjeux vus précédemment.
Alors tout d'abord, le système cible que vous allez envisager, il devra forcément, de base, avant même de réfléchir à des fonctions, à des briques, des briques applicatives, il devra forcément être capable de gérer le multi-entité, multi-site, multi-marque. Ça, aujourd'hui, c'est l'évolution normale. C'est quelque chose qu'a connu l'enseignement supérieur il y a quelques années avec le regroupement d'écoles. La plupart des grandes écoles se sont regroupées pour être plus fortes et faire face à la concurrence des écoles et des universités européennes ou américaines. Et c'était aussi lié aux exigences qualité des différentes accréditations que les écoles devaient avoir pour attirer notamment les étudiants étrangers. Eh bien, cette politique de regroupement, eh bien, vous l'avez aujourd'hui et elle va s'accroître dans l'avenir au niveau des organismes de formation. Car il est très clair qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 80 000 bilans pédagogiques et financiers. Sur ces 80 000 bilans, il y a beaucoup d'intervenants indépendants, mais il y a quand même à peu près, je sais pas, 5 000 organismes de formation. Ben, il est fort à parier que dans ces 5 000, vous allez avoir des regroupements. Et donc, le système d'information que vous devez prendre en considération dès le départ, il faudra vous assurer qu'elle est bien capable de gérer ce réseau, ce futur réseau, ce réseau existant ou ce futur réseau que vous allez mettre en place. Ensuite, derrière, il faudra que dans ce système-là, vous puissiez gérer toutes vos activités. De la nouvelle action de formation professionnelle, bien sûr la formation continue, l'apprentissage, la VAE, le bilan de compétences et également des prestations annexes que vous pouvez vendre à côté. Donc, un seul outil pour l'ensemble des activités professionnelles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans une session de formation, c'est un peu comme dans un avion. On n'est pas dans le yield management où on va gérer une politique tarifaire en fonction de quand je l'ai acheté, etc. Mais vous allez quand même avoir des gens qui vont être inscrits, qui vont être planifiés, qui vont se retrouver quelque part dans la même salle, sur des dispositifs différents, avec des financements différents, avec des prix de vente différents. Donc, vous pouvez très bien imaginer avoir dans une salle de classe ou une formation, une salle de cours ou quelque chose, donc des gens qui viennent au titre de leur CPF, des gens qui viennent qui sont en formation continue classique, et puis pourquoi pas des apprentis ou des demandeurs d'emploi qui sont là dans un parcours entrée-sortie permanente. On peut imaginer un tas de choses aujourd'hui, et donc il est important que le logiciel gère toutes vos activités. Ça, c'est important. Deuxième important, que le logiciel puisse gérer votre cœur de métier. Le cœur de métier d'un OF, c'est de concevoir une offre, de la planifier, de la vendre. D'accord? Et de la facturer, bien sûr. Donc, il faut que votre système soit capable de faire ça. Donc, l'offre, comme je l'ai dit, il faut être capable de décliner l'offre en formation, action, session. La formation décrivant un produit, les actions décrivant les modalités de déploiement de ce produit, mais qui peuvent avoir des modalités différentes en fonction du dispositif. Je ne déploie pas un produit en alternance comme je déploie un produit en temps plein, comme je le déploie en VAE. Mais à la fin, j'ai le même diplôme. Pouvoir aussi gérer donc toute la partie session, donc la partie planification. Le produit, je peux le faire en inter, en intra, en entrée-sortie permanente, en alternance. Donc tout ça, je dois pouvoir être capable d'avoir une offre qui, sur la base de même produit vendu, est capable de me la produire d'une manière différente, le même produit, avec des produits avec une production différente. Donc ça va toucher à ma planification. Les ventes, être capable vous vous souvenez de mon schéma de départ, j'ai du marketing, j'ai de la prospection, j'ai de la vente, et puis après, j'ai du service client. Eh bien, il faut que mon système soit capable de m'assurer ma partie vente, au moins ma partie vente, c'est-à-dire la partie devis commande, la partie et accords commerciaux correspondant à un contrat cadre que vous passez avec un client ou quelque chose ou une commande publique, un accord sur une commande publique par rapport à un volume soit financier, soit de stagiaires ou un volume d'heures à former. D'accord? Cette partie vente pourra se coupler avec un outil marketing derrière qui, lui, va permettre de promouvoir votre offre et de vous générer
ce qu'on appelle des pistes. Après, vous avez l'administration des ventes. Alors, l'administration des ventes, ça, c'est la partie gestion administrative de la formation, c'est-à-dire que ça commence à l'édition des conventions et des contrats jusqu'à la préparation de la facturation. D'accord? Donc, en passant bien sûr par tout ce qui est préparation des sessions avec l'envoi de l'ensemble du kit formation aux formateurs, hein, l'ensemble des documents, etc. La gestion de l'assiduité des apprenants, et là pourquoi pas aussi avoir des systèmes tiers de gestion électronique de l'assiduité. On a aussi, bon, ensuite on va se retrouver face à une problématique de facturation, donc je dois facturer ce que j'ai vendu. Donc la facturation, c'est bien sûr les factures d'acompte, puisque si j'ai un site web e-commerce qui me permet de vendre mes formations en ligne, il faut que ces formations puissent être facturées et achetées directement sur le site web. Donc si elles sont achetées sur le site web, ben, je vais payer tout ou partie de ma formation avant de rentrer en formation. Donc là, ça doit me générer des factures d'acompte. Ça doit me générer des factures d'avoir, parce qu'il y aura toujours un peu d'avoir, même si plus on va structurer correctement les ventes, moins il y aura d'avoir à la fin, puisque les montages financiers, l'ingénierie financière sera faite et ajustée au fil de l'eau. Ensuite, derrière, la partie bien sûr opération bancaire, dans laquelle je vais avoir tous mes encaissements, la gestion de mes encaissements ou mes remboursements, bien sûr la gestion des relances pour la facturation, la partie pilotage pour la satisfaction, pour tout ce qui est aussi consolidation et sortie de statistiques. Donc, il faut un minimum que l'ensemble des processus cœur de métier puissent être gérés aussi dans l'ERP. Donc, un ERP qui gère vos principaux processus métiers et vos activités et sur l'ensemble des activités. Et de la même façon, je n'ai pas une façon de gérer l'alternance ou la formation continue, je la gère de la même façon. Alors maintenant, comme on l'a vu, un système d'information, c'est jamais tout seul. C'est utopique de croire que dans un seul outil, on trouvera aujourd'hui la totalité des réponses à la totalité des besoins. Ou alors ça coûterait très 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 cher. Il faut plutôt associer les énergies et créer des synergies avec différents opérateurs spécialistes de leur domaine. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès pour dire, pour toutes les briques, bon, je vais prendre une brique off pour gérer la formation, après une brique off planification pour gérer la formation et peut-être l'apprentissage, puis une brique vente pour gérer la totalité. Enfin, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, mais il ne faut pas non plus penser qu'un outil peut tout faire. Donc, il faut par contre que le cœur de métier, le cœur de votre système, hein, la pierre angulaire de votre système, elle puisse s'interfacer et s'interopérer facilement avec l'ensemble des autres briques du système. Ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'elle doit avoir une couche API transversale et une vraie couche API. Une vraie couche API, ça veut dire quoi? C'est une couche technique qui est utilisée par le logiciel lui-même pour faire fonctionner les processus métiers, mais qui peut être appelée par des logiciels tiers. C'est-à-dire qu'en fait, cette couche technique, elle permet d'interagir avec le logiciel comme si c'était un utilisateur qui le faisait derrière son écran, sauf que là, c'est un logiciel qui le fait à travers cette couche technique. Et l'avantage de cette couche technique, c'est qu'elle va appeler les mêmes services que si c'était un utilisateur derrière son écran. C'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes opérations. Donc, ça vous garantit la fiabilité du système et surtout sa montée, parce que là, c'était ce qu'on on a connu il y a encore quelques années avec les web services, où quand le logiciel volait de version, la compatibilité ascendante des web services n'était pas toujours garantie parce que c'était une couche qui était développée à côté. Donc là, il faut vraiment s'assurer que votre système d'information aura sa couche API vraiment intégrée au système, cœur de métier, et permettre cette interopération. Et interopérabilité avec quoi? Eh bien, il y a tout un tas de logiciels avec lesquels on peut s'interopérer aujourd'hui. Bien sûr, il y a votre site web pour promouvoir votre offre de formation et pourquoi pas faire de l'e-commerce et pourquoi pas joindre un portail client qu'on appelait dans le temps un extranet, excusez-moi pour le terme, mais qu'on appelait un extranet et qui permet de faire accéder le client au système
pour visualiser ses documents administratifs, son historique de commande, ses factures, etc., comme vous le faites aujourd'hui quand vous allez sur Amazon ou la Fnac ou Cdiscount. Head-off, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'API pour l'instant avec Head-off, mais il y en aura bien une un jour, et puis aujourd'hui c'est un export. Donc déjà, il faut pouvoir sortir l'export Head-off, le LMS, donc la plateforme pédagogique. On a vu qu'aujourd'hui, la FOAD, c'était indispensable, donc aujourd'hui, beaucoup d'organismes de formation disposent au moins d'une LMS. Parfois, il y en a plusieurs. La GTA, gestion du temps des activités, ça c'est plus pour les gros OF qui disposent d'un outil de gestion du temps, pour gérer les congés, gérer le temps de travail, etc. CRM e-commerce, comme je vous l'ai dit, il faut que l'outil, le RP puisse gérer les ventes, mais derrière, toute la partie de marketing, souvent elle est gérée dans des CRM marketing ou des applications marketing automation qui servent à gérer tout ce qui est mailing, tout ce qui est publication, tout ce qui est gestion des arrivées par site web, etc., etc. Le portail client, j'en ai parlé. Évidemment, la comptabilité. Il y a tout ce qui est vente, achat et vente à envoyer à la comptabilité, à la paye, quand c'est pour payer les intervenants sur salaire, quand vous faites intervenir des vacations. Et puis le pilotage. Donc, en plus des outils de pilotage internes à l'ERP, souvent, on trouve des outils de business intelligence dans l'organisation, enfin des outils qui servent à consolider. Et il faut être capable aussi d'interopérer tout ça. Donc voilà. Donc, notre vision du système cible aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir avoir un système qui était capable de gestion multi-entité, multi-site, multi-marque, gestion de toutes les activités, formation de prestations, gestion de tous les processus métiers et intégration simplifiée dans le SI grâce aux API. Et là, avec un SI comme celui-ci, eh bien, vous êtes en mesure de répondre aux différents enjeux vus précédemment, c'est-à-dire la transformation profonde des organismes de formation en entreprise formation, la nouvelle action de formation, le CPF, Head-off, les organisations complexes et la formation ouverte à distance. Voilà. Donc, c'est l'heure maintenant de passer aux questions-réponses. Donc, je vais donc rester sur ce slide-là et je vais aller regarder un petit peu les principales questions que vous avez appelées. Alors, qu'appelez-vous les nouvelles méthodes pédagogiques? Alors, en fait, les nouvelles méthodes pédagogiques ne sont pas forcément nouvelles pour beaucoup d'entre vous. Moi-même ne suis pas un spécialiste de la pédagogie. Nous équipons nos logiciels d'outils pour intégrer la pédagogie, mais nous ne sommes pas des spécialistes, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais les nouvelles méthodes pédagogiques, c'est la façon dont on va déployer, faire les déroulés pédagogiques, dérouler le syllabus de cours ou les déroulés pédagogiques pour développer les compétences des apprenants. Donc ça se fait à travers du cours magistral, de la classe inversée, de l'e-learning, du mode projet, de tout un tas de méthodes à votre disposition dont vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi. Mais par contre, vous devez être capable de décrire votre offre de formation d'une manière suffisamment claire pour que l'ensemble de ces méthodes puissent être renseignées dans votre système d'information pour être diffusées. Quelle est la forme juridique plus adaptée? Ça, c'est compliqué à répondre aujourd'hui parce qu'avec la réforme, avant, généralement, un OF qui faisait à la fois de l'apprentissage, donc il y avait un côté CFA, et à la fois il faisait de la formation continue, généralement, il avait deux entités juridiques. Il avait une SA et une association. Aujourd'hui, avec une simple SAS, vous pouvez à la fois faire de l'apprentissage et de la formation continue. Vous n'êtes plus obligé d'avoir une forme juridique particulière. Donc là, après les formes juridiques, là c'est pareil, vous avez plus d'une soixantaine de formes juridiques en France. Si je prends il y a trois niveaux dans les formes juridiques. Si je prends le niveau 2, vous avez déjà à peu près une soixantaine, je crois. Et donc forcément, là, je ne suis pas le mieux placé pour vous dire quelle est la meilleure forme juridique. Faites-vous les audits existants chez vos clients? Quelle bonne pratique à partager? Alors, nous ne sommes pas un prestataire, nous sommes éditeurs de logiciels. Donc, nous avons de fortes compétences en termes d'expertise, puisque nous avons beaucoup d'expérience dans le domaine, et nous accompagnons nos clients dans cette phase d'audit
cadrage, comme on l'appelle, avant l'intégration de nos logiciels. Bien sûr, parce que pour s'assurer qu'ils vont être intégrés, qu'ils vont pouvoir s'intégrer correctement dans l'organisation qui les acquiert. Mais par contre, pour le moment, en tout cas, ce n'est pas une volonté actuellement affichée de l'entreprise de vendre ses prestations d'audit d'une manière indépendamment de nos logiciels. Voilà. Une problématique client à raconter, quelle solution apporter? Bon, bah, problématique client très simple, hein, c'est vous signez un organisme de formation en réseau, par exemple, être capable de décliner une offre nationale, puisque à Angers et à Paris, on vend la même formation. Par contre, à Angers, elle a tel prix, à Paris, elle a tel autre prix, parce que le contexte territorial et le contexte concurrentiel n'est pas le même. Et à Angers, on l'a fait de deux façons. On l'a fait en formation continue et en VAE, alors qu'à Paris, on l'a fait qu'en formation continue, par exemple. Hein, et que les gens de Paris et les gens d'Angers partagent un certain nombre de choses mutualisées, mais ne partagent pas, par exemple, mais ne doivent pas, enfin, ceux d'Angers ne doivent pas pouvoir intervenir sur les sessions de Paris et inversement. Voilà, ce genre d'exemple. Autre exemple, commercialement, nous avons nous gérons dans la partie vente, la partie devis commande, on a aussi l'opportunité, mais il y a un CRM déjà en place qui fait tout ce qui est mailing, campagne marketing, plan d'action des commerciaux, plan d'activité commerciale pour faire des campagnes de communication, etc. Et donc dans lequel on va avoir des opportunités qui vont être détectées, opportunités d'affaires. Eh bien, les opportunités d'affaires, il faut les intégrer. Dès qu'une opportunité d'affaires est détectée, eh bien, elle va directement aller dans Alcuin pour derrière être transformée en devis et en commande. Enfin, il y en a plein, hein, sur n'importe quel élément de l'application. Je suis capable aujourd'hui de vous donner des retours d'expérience. Alors, API, pouvez-vous nous préciser la définition? Alors, API, le symbole API, alors je l'ai plus de... Attendez, donnez-moi 2 secondes. Je fais juste... Parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Alors, une API, on va dire, c'est un ensemble de définitions et de protocoles qui facilitent la création et l'intégration de logiciels d'applications. Donc, le terme API, ça signifie, pardon, j'aurais dû commencer par ça, Application Programming Interface. D'accord? Donc, interface de programmation d'application. Donc, c'est une couche technique, d'accord? C'est une couche technique qui interagit entre l'utilisateur et le logiciel, si vous préférez. Alors, ce qui fait que, enfin, pas le logiciel, mais ce qu'on appelle les applications métiers, la couche métier du logiciel. D'accord? Et donc, l'avantage de cette couche API, c'est qu'elle peut être appelée par un utilisateur quand il est face à son écran, et donc c'est parce que c'est directement intégré dans le logiciel, ou appelée par l'extérieur pour être par un logiciel tiers, par exemple. Combien de SI, tels que vous décrivez-vous, avez-vous en fonctionnement? Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup parce que tous les OF fonctionnent et tous les OF assurent cette brique-là. Après, derrière, sur la vision de l'ERP, c'est encore quelque chose de nouveau puisque il n'y a pas beaucoup de ERP spécialisés dans la formation. Ou alors, ils sont spécialisés dans un domaine. Mais un ERP global sur les activités, puisque la réforme de la formation a 2 ans, fortement ralentie par la crise sanitaire, on va prendre 1 an. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de... Enfin, tous les systèmes d'information sont articulés autour d'un ERP. Après, l'ERP, souvent, c'est un développement interne, puisqu'à une certaine époque, ça n'existait pas sur le marché, donc il a bien fallu aux OF de pouvoir développer leur propre système. Donc, ce sont des développements internes. Et puis, ou des produits sur le marché, mais qui ne faisaient pas tout. Et puis, depuis 2018 et depuis la transformation des OF, il faut bien que les DSI puissent développer et trouver des réponses aux différents enjeux. Alors après, en fonction des réponses
en fonction des réponses qui sont faites, eh bien l'articulation va être plus ou moins complexe avec plus ou moins de briques logicielles, mais il y a quand même une volonté de trouver un ERP cœur de cible. Et on le voit aujourd'hui dans tous les appels d'offres que l'on peut, nous, consulter chez Alcuin. La volonté, c'est de trouver un cœur de cible qui ressemble qui est assez proche de ce que je vous présente là. Après, en fonction de l'historique, de l'organisation, des produits vendus par l'OF, on va être peut-être d'une manière un peu différenciée, mais ça ressemble beaucoup. Alors, je vais prendre une dernière question. Quelle taille d'OF, effectif d'apprenants, effectif salarié, CA pour un ERP minimum? Optimum. Eh bien, ça, c'est une bonne question. Mais après, derrière, en fonction de la taille, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins. Quand vous êtes aujourd'hui, vous savez que la moitié du chiffre d'affaires en formation professionnelle est fait par 1,5% des OF. D'accord? Je vous ai dit qu'il y avait 80 000 bilans pédagogiques. Bah, ça représente, je ne sais plus, entre 15 et 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Eh bien, la moitié de ce chiffre d'affaires, il est fait par 1,5% de tous ces OF. Ça, c'est les chiffres officiels communiqués dans le jaune budgétaire qui est publié tous les ans par Bercy. Eh bien, dans ces 1,5%, vous allez avoir des organismes de formation de moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, entre 3 millions et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et au-delà de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, voire certains qui dépassent les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on peut se dire que jusqu'à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, aujourd'hui, vous avez pléthore de solutions logicielles sur le marché qui vont répondre à toute partie de ce que je vous présente là. Mais dès que vous allez atteindre une masse, un chiffre d'affaires plus important, ça veut dire que vous avez une diversification de votre offre. Souvent, vous avez une problématique de gestion en réseau. Et donc là, vous allez devoir être sur des outils un peu différents. Alors certains vont choisir des outils par spécialité, un outil qui va gérer la partie enseignement sup, un outil qui va gérer la partie apprentissage. Ah mince, on fait aussi de l'apprentissage en enseignement sup. Une partie qui va gérer la formation continue. Ah ben on fait de la formation continue parce que les gens qui sont en apprentissage et les gens qui sont en formation continue, ils partagent beaucoup de cours. Donc souvent on va se retrouver confronté à un certain nombre de problématiques dont il va falloir trouver une réponse, et la réponse, soit elle est dans plusieurs logiciels, soit dans un seul. Alors après, il faut trouver le bon logiciel. C'est à ça qu'on s'attache, nous, Alcuin. Alors, et puis la dernière question, quel mode d'hébergement proposez-vous? Alors, on va dire qu'essentiellement, nous poussons le SaaS. Donc le SaaS, c'est un hébergement que nous prenons en charge, parce que c'est de l'hébergement gagnant-gagnant. Alors, on a dépassé l'heure, donc je ne vais pas trop avoir le temps de développer ça, mais tout le monde peut y gagner sur cet environnement-là. Vous y gagnez parce que vous avez une application qui est totalement infogérée, totalement à jour, et par l'éditeur lui-même, donc vous êtes certain de la garantie en termes de qualité. C'est une assurance qualité. Et l'éditeur, lui, ou l'intégrateur est beaucoup plus rassuré, parce que lui, ça lui permet de mieux piloter sa maintenance et de mieux garantir la compatibilité ascendante des versions logicielles qu'il met à disposition de ses clients. Voilà. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Après, on a quelques clouds privés, parce que quand ça devient une exigence trop forte, mais là, il faut que le marché soit suffisamment conséquent pour justifier la mise en œuvre d'un cloud privé. Voilà. Bah écoutez, déjà 50 minutes, je suis désolé, j'ai dépassé un peu. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à continuer à poser des questions, nous tâcherons d'y répondre par écrit. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Alcuin pour de nouveaux webinaires. N'hésitez pas à consulter nos fiches pratiques, notre chaîne web Ikeo, télécharger le support document ou voir la vidéo en replay. Voilà. Je vous dis au revoir et à très bientôt, j'espère.